partie suivante sur l'énergétique, je vous avais déjà fait quelques petits teasers en vous disant, voilà, on a la conservation de l'énergie si on a un système isolé, s'il n'y a pas de force qui viennent s'appliquer en plus dessus. Et ben maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe justement quand mon système n'est pas isolé. Quand mon système n'est pas isolé, on va donc plus avoir juste E1 égale E2, mais il va y avoir ici le travail d'une force pour passer de 1 à 2. Imaginons, j'ai une voiture ici. Ma voiture, elle est gentiment à l'arrêt, donc sa vitesse vaut 0. Ça c'est le moment 1. Quelle est l'énergie de ma voiture au moment 1? Alors sa vitesse vaut 0, donc j'ai 1 demi m0 carré, donc ça c'est une vitesse de 0, une énergie cinétique de 0. Et que vaut son énergie potentielle? Ici, je vais rester tout le temps au même niveau. J'avance sur la même hauteur. Donc je ne vais pas avoir de différence de hauteur. Je pourrais dire d'une certaine manière que mon niveau d'énergie potentielle 0, il est à ce niveau-ci. Et donc j'ai aussi une énergie potentielle de 0. Donc là, mon véhicule est à l'arrêt. Il ne s'apprête pas à monter ou à descendre. Son énergie est de 0 joules. Imaginons maintenant que vous voulez bouger votre voiture. Par exemple, elle est au fond du garage, vous voulez l'amener un peu plus à l'avant du garage, faire une petite manœuvre à la main comme ça, et vous venez pousser ici avec une certaine force. F. Disons une force de 100 newtons. Vous allez pousser votre voiture. Et imaginons que vous poussez avec une force qui est constante, toujours la même. Alors votre voiture, elle va avoir une accélération, F égale ma. Elle va donc commencer à avancer, et là vous vous arrangez pour toujours pousser avec la même force. Et vous faites ça sur une certaine distance. Et donc là on va parler du vecteur déplacement. C'est bien un vecteur ici, qu'on va noter D. Ça c'est pendant combien de temps vous avez poussé sur la voiture, et après ça vous arrêtez de pousser la voiture. Donc votre voiture ici, on va essayer de faire un schéma plus ou moins semblable. Elle est là. Et bien, vous vous doutez bien que si je l'ai poussée pendant tout ce déplacement, disons 3-4 mètres, elle va avoir une vitesse. Donc ça c'est ma vitesse 1 qui valait 0. Et j'ai ici une vitesse 2. J'aimerais bien savoir elle a quelle vitesse. Alors pour ça il manque encore une donnée. Disons qu'ici mon déplacement, il se fait sur une distance de, on va dire, 4 mètres. Alors vous voyez que je pourrais essayer de faire ça en dynamique. Ok, j'ai une accélération, d'accord, je connais la distance. Donc avec la dynamique, je pourrais faire F égale ma. Je trouve A. Bon, il me faudrait la masse du véhicule. Qu'on va vous donner. On va dire que c'est un véhicule de 1000 kg. Donc, F égale ma, j'ai 100 ici, divisé par la masse qui vaut 1000. Donc j'ai une accélération de 0,1 mètre par seconde carré. J'ai une certaine distance, et j'aimerais bien savoir, ok, si je pousse, si j'ai une accélération sur 4 mètres, quelle est ma vitesse après ces 4 mètres? Donc il va falloir trouver le temps pour faire ces 4 mètres, etc. Vous allez voir, c'est assez long en fait à trouver. Mais ici je parle juste de vitesse. Et donc je pourrais peut-être m'en sortir avec de l'énergétique. Pour ça, j'ai une force extérieure qui vient rajouter de l'énergie à mon système. De base, s'il n'y avait rien, ma voiture elle resterait avec une vitesse nulle. Mais là, je la pousse. Alors la formule pour le travail. Ici, on regarde celle, le travail, c'est d'une force constante. Et ça, c'est vraiment important. Parce que si votre force varie, ma formule est un peu plus compliquée. En fait, elle vient avec une intégrale, mais comme vous n'avez pas encore vu les intégrales, on ne vous présente pas cette force-là. Maintenant, une force constante, souvent, ça peut juste être une force moyenne. Il n'y a pas besoin de savoir exactement ma force à tous les moments, mais si je pousse plus ou moins tout le temps de la même façon, mais peut-être qu'à un moment je descends à 90 newtons et puis à 110, c'est pas très grave, ça va me donner plus ou moins le même résultat. Tout dépend de la précision que vous voulez avoir. Mais quand c'est pour estimer une situation globale, rapidement,
une force constante, ça marche très bien. Du coup, dans ce cas-là, le travail, pour aller de ma position 1 à la position 2, c'est ma force en vecteur, produit scalaire avec le vecteur déplacement. Déplacement de où? 1 vers 2. Je pourrais noter ça pour aller de 1 vers 2. Ici, pour être vraiment complet, je dirais que c'est le déplacement pour aller de position 1 à la position 2. Elle est où ma position 2? Elle est ici. Là, vous voyez pourquoi en algèbre vectorielle, on a fait des produits scalaires. Il faut être capable de résoudre ce produit scalaire. Alors, une manière de le voir, rappelez-vous, il y a deux façons, hein, avec l'angle ou avec les composantes. Ici, je vais le faire avec l'angle. Le produit scalaire entre le vecteur f et le vecteur d, c'est f fois d fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc si j'ai f qui vient ici, et d qui vient comme ceci, mon angle θ, c'est l'angle entre les deux vecteurs. Résolvons ici le cas pratique. Ma force, elle était de 100 newtons. Mon déplacement, de 4 mètres. Et quel est l'angle? J'ai mes deux vecteurs, j'ai le vecteur d comme ceci et le vecteur f comme ceci. Ils vont exactement dans le même sens et la même direction. Donc j'ai un angle de 0. Cosinus de 0. Alors là, vous êtes des cracks en trigonométrie. Normalement, cosinus de 0, ça fait plus 1. Et donc j'ai ici 400 joules. Le travail et l'énergie, on voit que c'est au même niveau dans l'équation, donc ça doit avoir les mêmes unités. Donc ici, en poussant une voiture, d'ailleurs, peu importe sa masse en fait, ça dépend juste de ma force. En poussant une voiture avec 100 newtons pendant 4 mètres, je fournis un travail de 400 joules. J'ai fourni ce travail, ça veut dire que moi, je perds 400 joules d'énergie. Pour ça, quand vous faites un effort physique, vous êtes fatigué, vous avez envie de plus manger, vous avez faim. Cette énergie, elle vient vraiment des calories que vous avez ingurgitées. L'énergie que vous produisez grâce à vos muscles, mais vos muscles, ils ont besoin de carburant. Et cette énergie, vous la transférez en vitesse à la voiture. C'est qu'à la fin, votre voiture, elle aura 400 joules de vitesse. Et donc, on va l'écrire. J'avais E1 plus le travail égale 2. E1 c'était 0, mon travail c'était 400 joules, et l'énergie en 2, j'ai que de l'énergie cinétique, ceci. Et c'est là que joue ma masse. Peu importe la masse du véhicule, j'ai fourni une certaine quantité de travail. Par contre, ce véhicule, en fonction de sa masse, il va aller plus ou moins vite, parce que son énergie cinétique va être une balance entre une vitesse au carré et une masse. Et donc je peux résoudre ceci. Je fais passer le 1/2 de l'autre côté, ça fait 800. 2 fois 400. Divisé par la masse, ça c'était 1000 kg. Et ça c'est égal à V2. Ok, ça va, j'ai fait passer le 2 de l'autre côté, ça fait 2 fois 400. Et j'ai divisé par la masse qui vaut 1000 kg. Et donc ici, V2, c'est la racine. 800 divisé par 1000, c'est 8 dixièmes. Donc c'est la racine de 0,8. Ça fait combien racine de 0,8? Alors ici, il y a encore moyen de simplifier cette expression, mais moi ce qui m'intéresse c'est une valeur un peu plus précise, donc je vais juste donner que c'est 0,89 mètres par seconde. Si j'ai une voiture à l'arrêt d'une tonne, que je pousse avec 100 newtons pendant 4 mètres, après ces 4 mètres, elle aura une vitesse de 0,89 mètres par seconde. Et en soi, là j'ai expliqué plein de choses, mais c'est encore une fois quelques lignes seulement. Il faut juste bien faire attention au fait que ceci c'est un produit scalaire. Parce que ça va avoir des impacts. Ce qu'on va faire à présent, c'est regarder un peu ce qui se passe quand mes forces appliquées sur mon objet vont dans une autre direction, pour bien voir l'effet du produit scalaire. Donc cette fois-ci, je vais reprendre une voiture qui arrive avec une certaine vitesse. Donc au moment 1, elle a une vitesse de 20 mètres par seconde. Cette voiture, elle freine. Il y a donc des forces de frottement.
qui agissent sur cette voiture. Comme ma voiture est en mouvement, c'est des forces de frottement cinétiques. Voilà, ma voiture est freinée. Et il y a un deuxième moment où si je continue à freiner, il n'y a pas le choix. Ma voiture, elle va être à l'arrêt. Pour le dire autrement, tiens, je roule à 20 mètres par seconde, je freine. Combien de temps, quelle distance plutôt ici, il me faut pour être à l'arrêt? Sachant quoi? Sachant que ma voiture a une masse d'une tonne et que j'ai un coefficient de frottement cinétique. Rappelez-vous, la force de frottement cinétique, c'est μc fois la réaction normale. Ici, on va dire que j'ai un coefficient de frottement cinétique de 0,3. Comment est-ce qu'on résout ça? On pourrait le faire en dynamique. J'ai une force, donc je peux trouver une accélération. Je connais la vitesse initiale, la vitesse finale. Ça me permettrait de trouver le temps qu'a duré cette accélération. Et puis je pourrais trouver, grâce à x de t égale x0 plus v0t plus 1 demi à t carré, la formule de la position, ça me permettrait de trouver la distance qu'il faut pour s'arrêter. Mais on est dans le chapitre énergétique et on va faire quelque chose qui va même un peu plus vite. Ici, j'ai l'énergie au point 1 qui vaut juste une énergie cinétique, 1,5 mv1 carré. J'ai pas d'énergie potentielle puisque je ne change pas de hauteur. Au point 2, mon énergie vaut 0. J'ai ni vitesse ni énergie potentielle. Ça veut dire que ici, j'ai pas conservation de l'énergie. Déjà rien que comme ça, on peut le voir. Sauf si j'étais à l'arrêt au début. Il va y avoir un travail d'une force. Et donc, quel est le travail pour aller de 1 à 2 dû à ma force de frottement? Quel est le travail des forces de frottement? Alors ici, c'est donc la force de frottement cinétique en vecteur, produit scalaire avec le vecteur déplacement. Alors on va représenter ce vecteur déplacement. Je vais me déplacer comme ceci. Ça, c'est mon vecteur déplacement. Attention, c'est bien un vecteur. Il a donc un sens. C'est très important ce sens parce qu'on fait un produit scalaire. Mon produit scalaire, c'est quoi? C'est la norme de ma force de frottement fois cette distance fois le cosinus de l'angle entre les deux. Et ici, j'ai mon déplacement qui va dans ce sens-ci et ma force qui va dans l'autre sens. J'ai donc ici un angle de 180 degrés. Vous voyez que ma flèche qui était ici, c'est comme si je devais la faire tourner de 180 degrés pour qu'elle arrive dans l'autre sens. Ici, j'ai tourné ça de 180 degrés. Et donc ici, j'ai un cosinus de 180 degrés. Cosinus de 180 degrés, ça fait moins 1. Rappelez-vous de vos cercles trigonométriques. Donc ici, j'ai moins la force de frottement cinétique fois d. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon équation, la conservation de la quantité de mouvement, de l'énergie, pardon. Ici, j'ai un travail, une force extérieure, donc j'ai E1, plus ce travail est égal à E2. E1, c'est 1,5 mv1 carré. Et mon travail, ici, on voit qu'il est négatif. Égal à E2 qui vaut 0. Alors attention, ce moins, il vient vraiment du fait qu'ici, on a un produit scalaire. Donc, vous trompez pas. Commencez pas à mettre peut-être un moins ici, et puis de compter 2 fois le moins. Si vous mettez tout de suite un moins ici, c'est que vous avez déjà pensé au produit scalaire. Et donc, vous êtes déjà à cette étape-là. Moi, je préfère, mais je sais bien que certains de mes collègues mettent tout de suite un moins là, je préfère mettre toujours un plus et calculer mon produit scalaire. En réfléchissant, est-ce que j'ai un angle de 0 degré, de 180 degrés, de 90 degrés, etc. Il ne me reste plus qu'à résoudre ceci. J'ai ici 1,5 mv1 carré, moins une force de frottement, c'est μs fois n, fois la distance, égale 0. Alors μs, pardon, μc, on est en frottement cinétique puisqu'on bouge. Que vaut la normale ici? On va refaire un peu de statique. Sur mon objet, j'ai un certain poids, mg, qui est contrebalancé par une normale.
Alors ici, ça dépend un peu de ce qui vous intéresse. On avait fait des exercices comme ceci où on était intéressé vraiment par les appuis sur la roue avant et la roue arrière. Alors on aurait mis, ça c'est la normale due à la roue arrière, et ça c'est la normale suite à l'appui sur la roue avant. Ici, on n'est pas du tout intéressé par avoir de la finesse dans mes types d'appui. On veut juste la normale de l'appui sur le sol de manière générale. Et donc, je peux juste avoir ici une normale. Voilà. J'ai donc de la statique selon Y, parce que je mets mon système d'axe comme ceci, XY. Je tombe donc sur n moins p égale 0. J'ai donc que n est égal à p, qui vaut m fois petit g. Mon équation devient quoi? Elle devient donc 1 demi mv1 carré moins mu-c fois mg fois petit d égale 0. Je vois que je peux simplifier mes masses. Encore une fois, ici, dans ce cas bien précis, pas se dire que c'est une généralité, mais ici, ma masse n'a pas d'influence. Et moi, ce que je cherchais, c'était la distance de freinage. Donc je vais isoler D. Pour ça, je vais d'abord le changer de membre. J'ai donc 1 demi V1 carré égale mu-c g d. Et suite de la résolution de cet exercice, ici à gauche, comme ça on reste sur la même page. Maintenant, je vais garder D tout seul. Ça veut dire que de l'autre côté, il y avait quoi? Il y avait 1 demi V1 carré. Cette partie-là. Et je vais faire passer ça de l'autre côté. Comme c'était une multiplication à droite, ça devient une division de l'autre côté. Et donc ici, je divise ça par mu-c g. Je trouve donc que ma distance, c'est 0,5, ça c'est mon 1 demi, fois ma vitesse initiale, 20 au carré, sur mu-c, c'est 0,3, fois petit g, ça fait 10. Là, vous prenez votre calculette, un petit calcul, et c'est parti. Je tombe donc qu'il me faut 66,66666 mètres pour m'arrêter. Alors 20 mètres par seconde, c'est quelle vitesse en km par heure? Ça, pour info, c'est égal à 72 km par heure. Si vous vous souvenez plus comment faire la conversion, il est grand temps de revoir les vidéos sur le SI. Donc si je fais du 72 km par heure et que je freine avec un mu-c qui vaut 0,3, ce qui est un coefficient de frottement réaliste, pour des pneus d'été en tout cas, eh ben, il me faut quand même 66 mètres pour m'arrêter. C'est beaucoup. Il peut se passer beaucoup de choses sur 66 mètres. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on roule pas à du 72 en ville. Voilà. Ici, vous avez vu deux cas de travail. Un travail qui est positif, où la force aide au déplacement. J'ai ma force qui va dans le même sens que le déplacement. Je fais un travail qui donne de l'énergie. Mon produit scalaire est positif, mon travail est positif. Je donne de l'énergie. Ça, c'était l'exercice précédent. Ici, on a une force qui va dans l'autre sens, qui s'oppose au déplacement. Je fais un travail négatif. Ça veut dire que j'enlève de l'énergie à mon système. Voici donc le travail. Maintenant, à vous de jouer avec les petites vidéos, avec les petits tests de cotation permanente.